Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo. La lutte contre le terrorisme ne peut plus être le fardeau des seuls Africains. Et il s'agit d'une déclaration du président Faure Gnassingbé lors de son discours à l'occasion du débat général à l'Assemblée générale, à son 19e édition de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, qui est en cours actuellement à New York, aux États-Unis. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans la logique de son discours tenu en Chine lors du FOCAC et celui tenu toujours à l'Assemblée générale des Nations Unies le lundi à l'occasion du sommet sur l'avenir, est revenu sur ses préoccupations, ses craintes aussi, ses visions pour notre monde, en tout cas dans le futur. S'il parle des besoins du monde pour lesquels il estime qu'il faut une collaboration, une coalition des forces, mais pour lui, ce besoin d'action collective est vrai aussi du défi de la paix, et de la sécurité, et ce défi non plus ne peut être le fardeau des seuls Africains. Pour cela, le chef de l'État propose comme solution une combinaison de dialogue inclusif, de réformes sécuritaires et d'initiatives de développement économique pour éradiquer les causes profondes de la violence. Nous en parlons avec nos invités et la parole est à qui veut la prendre en premier. Nous sommes sur le sujet du Togo. Voilà un extrait de la déclaration du chef de l'État. Vos réactions pour des actions, pour faire face plutôt aux défis de notre temps. Il faut coaliser les efforts, il faut mener un certain nombre d'actions comme le propose Faure Gnassingbé. Eric, Dieudonné, ok. Eric. Tu viens de citer le chef de l'État dans d'autres discours depuis la Chine au FOCAC. Oui. Et il y a eu un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies et également un autre. Je crois que c'est des discours qui se succèdent, mais qui suivent une certaine logique. Car le chef de l'État est en train de diagnostiquer les problèmes qui sont les nôtres sur le continent et surtout en ce qui concerne la sous-région ouest-africaine où aujourd'hui des pays, s'ils étaient des hommes, se regardent en chien de faïence. Et donc, c'est une situation qui ne permet pas le développement, car pour le chef de l'État, tous les efforts qui se font doivent converger vers un développement de nos pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On en parlait tantôt avec la France-Afrique. Les pays africains sont à la traîne. On n'a même pas encore amorcé la voie du développement. On est encore, des pays en voie de sous-développement. Et donc, ce qui n'est pas normal au XXIe siècle. Tandis que ailleurs, il y a la richesse et les gens vivent normalement. Donc, pour le chef de l'État, tout ça n'est pas logique. Alors, il se dit quand même qu'il faudrait que tous les pays se réunissent, tous les pays arrivent à converger les efforts pour que ces pays de la planète, surtout nos pays là, arrivent quand même à sortir de leur état de précarité. Et il dit que l'un des véritables soucis de notre sous-région, c'est le terrorisme. Ouais. Le terrorisme, aujourd'hui, ce n'est plus une question d'un État, mais c'est une question multinationale. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de terrorisme au Sahel, parce que ça a quitté le Sahel pour arriver vers la côte. Ça a quitté le Sahel pour aller vers l'Est. Ça a quitté le Sahel pour aller vers l'Ouest. Et donc, je crois que le chef de l'État estime qu'il faut une solution globalisée. Il faudrait quand même que des efforts soient
consenti de tout le monde. On ne va pas dire que c'est un problème africain, donc il faut que ce soit uniquement des Africains qui résolvent cela. Justement, sur cette question, ne pas dire que c'est un problème africain, et donc il ne faut pas le laisser aux Africains. On a vu l'intervention des autres pays, surtout dans la gestion de la crise sécuritaire au Mali. Bon, pour la MONUSCO, ce n'était pas trop le terrorisme, mais quand nous prenons par exemple le cas du Mali, est-ce que la MONUSCO a été à la hauteur? Parce que finalement, elle a dû être obligée de plier ses bagages. Est-ce que demander qu'on mette en commun les actions, est-ce que c'est... Je parle plutôt de la MINUSMA, excusez-moi. Je parle de la MINUSMA au Mali, par exemple. Elle était obligée de partir. Même si on estime que la MINUSMA n'a pas fait son travail, on lui demande de partir. Est-ce qu'aujourd'hui, demander une collaboration, c'est le format qui va changer? Ou si on reprend le même format, est-ce que vous êtes sûr que cela pourra marcher? Vu que les autres continents ont envoyé, mais au final, ça n'a pas donné grand-chose. Dans les propos du chef de l'État, il a bien dit que c'est une guerre asymétrique qu'on est en train de mener contre les pays africains, les États. Et donc, comme tel, on ne peut pas trouver une solution forcément militaire à ces problèmes-là. Parce que quoi? Vous savez, lorsqu'il s'agit d'une guerre asymétrique, ça veut dire que ceux qui viennent mener ces guerres-là, ils sont même au sein des populations. Vous allez les confondre avec la population pour éliminer et les terroristes et les populations. Je crois que les forces internationales de l'ONU qui se trouvaient au Mali avaient eu cette difficulté-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait repenser la chose et ne pas laisser seulement les pays africains chercher la solution. Je pense que c'est ce que le chef de l'État veut dire. Okay. Et lorsqu'on implique tout le monde, ça veut dire ceux qui vendent les armes à ces terroristes-là seront impliqués et ils vont avoir cela sur leur conscience. Parce que les Africains ne fabriquent pas d'armes, mais c'est les Africains qui utilisent beaucoup plus des armes dans ce monde-là. Et donc, je crois que pour le chef de l'État, lorsque tout le monde va s'asseoir pour discuter de ces problèmes-là, on touchera du doigt. D'abord les fournisseurs d'armes, les fournisseurs comment dire, de renseignements, de matériel de guerre, non seulement de formateurs, des instructeurs, etc. Tout cela seront également sur la même table de discussion. Je crois que ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra éradiquer ce terrorisme-là. Parce que pour le chef de l'État, ce terrorisme-là est un grand frein pour le développement des pays africains. Mais il dit quand même qu'il faut trouver des solutions, pas sur le court terme, mais sur le long terme. Parce que vous n'allez pas dire vous avez trouvé une solution d'appoint et vous allez laisser le reste. Parce que ça devrait être une solution globale pour tous les points où le terrorisme sévit encore. Alors, ce que le chef de l'État propose, dialogue inclusif, réforme sécuritaire, initiative de développement économique, est-ce la solution selon vous? Moi, je pense que d'abord, quand je prends la solution de développement, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est parce que dans certains pays, la pauvreté a atteint un tel niveau que les jeunes, ils cherchent quoi? Des emplois. Lorsqu'il n'y a pas d'emploi, on vient leur proposer n'importe quoi, ils acceptent. Ils sont très rapidement enrobés et c'est eux qui vont, qui deviennent les terroristes là, c'est eux qu'on envoie au front pour éliminer leurs propres concitoyens. Alors, les réformes sécuritaires, un point très important,
Parce que aujourd'hui, tout ce qui se passe, vous n'allez pas pouvoir attaquer le terrorisme à la base si vous n'avez pas une stratégie sécuritaire. Ce qui veut dire que, au lieu qu'on laisse par exemple le Mali seul développer une stratégie, il faudrait que ce soit une stratégie globalisée pour que cela puisse servir et aussi bien au Mali, au Burkina, au Niger, au Togo, au Ghana, à la Côte d'Ivoire, etc. Donc, c'est des réformes qu'il faut faire de façon concertée et non laisser chacun de son côté pour développer cela. Et le dialogue. Oui, le dialogue inclusif. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe avec les pays de l'AES. Vous voulez résoudre un problème au sein d'une communauté comme la CEDEAO et vous prenez des positions qui refutent certains qui sont obligés d'aller se retrouver ailleurs et là vous ne dialoguez pas pour trouver des solutions idoines à ce problème de terrorisme-là. Ok, merci beaucoup à vous. Eric Johnson, Dieudonné Sewonou, le chef de l'État, a diagnostiqué la situation, mais il ne faut pas, face au terrorisme, laisser cette affaire seulement aux Africains. Pour lui, la solution viendra d'une mise en commun des énergies et les pistes à explorer pour lui, c'est le dialogue inclusif, la réforme, des réformes sécuritaires plutôt, et les initiatives économiques pour pouvoir éradiquer les causes profondes de la violence. Oui, Guillaume, cette tribune des discours, je l'appelle, à l'ONU, le chef de l'État togolais a encore sorti un discours de qualité face à la préoccupation actuelle parlant du terrorisme qui est devenu une peste continentale, malheureusement, à ce jour. Alors, il a dit, selon moi, la réponse repose sur une combinaison des dialogues inclusifs. Alors, parlant de dialogue inclusif, je pense que c'est une adresse beaucoup plus aux acteurs africains. Alors, aux acteurs africains dans ce sens où le continent africain doit se retrouver autour d'un point commun de lutte contre le terrorisme et de façon très évidente et très équitable. Alors, il parlait d'initiatives de développement économique. Je pense qu'à ce niveau encore, le chef de l'État s'adresse à ses pairs ou alors aux acteurs de la politique africaine. Je reste jusque-là sur le continent africain qui a lieu. Eric venait de dire quelque chose tout à l'heure, que c'est le manque d'emploi, c'est bien la précarité des fois qui laisse un terrain fertile à ce fléau du terrorisme. Alors parlant de développement économique, je pense que le continent africain doit avoir un plan de développement économique très pensé et très réfléchi par les politiques africains. Alors cette adresse, je trouve cela assez logique et très préoccupant d'ailleurs à l'égard du continent. Ici, on ne trouvera pas la solution ailleurs, mais la solution se trouve sur le continent africain et il faut que les politiques africaines eux-mêmes comprennent que voilà l'une des solutions que notre chef de l'État est en train de préconiser, c'est bien le développement économique. Ne pas laisser une couche de la population vulnérable et prenable par ces candidats du sang pour les amener à commettre des exactions sur leur propre population. Parlant des réformes sécuritaires. Je pense qu'à ce niveau, le chef de l'État est en train de lancer un message de franchise à l'égard de tous ceux qui peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme. Vous l'avez dit tantôt, plusieurs coopérations ont montré leurs limites sur le continent. Si nous prenons tout simplement le cas du Mali, eh bien, l'opération Barkhane a montré ses limites. Il y avait le G5 Sahel également, qui a montré... Qui n'a même pas décollé, disons-le comme ça. Malheureusement. Alors, vous voyez que des implications de l'extérieur n'ont pas réussi jusqu'à ce jour à nous produire un résultat assez ferme, assez important sur, pour la victoire sur le terrorisme. Qu'est-ce qui a manqué? Il manquait plutôt l'honnêteté. Je pense que c'est ce message que le chef de l'État est en train de renvoyer à cette tribune mondiale, à toutes les puissances. Quand vous dites qu'il manquait de l'honnêteté, que voulez dire concrètement? La sincérité. Il ne s'agit pas de venir sur le continent pour protéger un intérêt et brandir l'intérêt de la
la défense des populations, pour la protection des populations contre les terrorismes, lorsqu'on est soi-même le fabricant des terrorismes, ou alors des terroristes, je veux dire. Alors, je l'ai dit à ce plateau, et on a eu même à se donner raison, suite à certaines sorties du ministre ukrainien sur l'affaire du Mali, comme quoi il y a des informations qui sont fournies aux terroristes et qui ont abouti à quoi? À des attaques sanglantes. Alors cela voudrait dire, quelque part, les gens sont en train de penser à l'organisation du terrorisme et nous faisons croire qu'ils sont en train de le combattre. Alors si le chef de l'État formule ce message de façon très logique et très polie à leur égard, là, ils doivent comprendre qu'en réalité, on vous appelle à une lutte. C'est une lutte sincère et non une lutte d'intérêt. Lorsque vous venez sur le continent, ce n'est pas pour protéger une affaire que vous allez continuer par mettre en place un groupe de violents pour protéger une affaire et nous faire comprendre, nous faire penser que vous êtes en train de lutter pour le terrorisme. Ce n'est pas un terrain d'écoulement des armes. Je pense que ce sont ces messages-là qui sous-jacent et qui sous-entendent d'ailleurs les mots du chef de l'État. L'Afrique ne doit pas être un terrain d'écoulement d'armes. D'où viennent les armes que les terroristes utilisent? D'où viennent les engins qu'ils utilisent? Des tout neufs d'ailleurs, des véhicules sophistiqués qu'ils utilisent. Chaque fois qu'on les détruit, on les retrouve encore en des milliers. Qui les produit? Ce n'est pas sur le continent africain. Ce n'est pas l'ingéniosité des Africains, non. Mais ça vient de ces puissances-là. Je crois que c'est devant cette tribune que le chef de l'État s'est positionné pour dire en réalité, nous voulons mener cette lutte, mais ce n'est pas seul l'Afrique qui pourra mener cette lutte. Vous avez aussi votre part à jouer, votre part de sincérité dans cette lutte-là. Il ne s'agit pas de créer des gros noms de lutte contre des Barkhane par ici, de je ne sais pas quoi par ici, mais il faut que toute initiative allant dans le sens de la lutte contre le terrorisme sur le continent soit des initiatives sincères, honnête, réaliste dans le sens de la protection de la vie humaine sur le continent et non l'engagement pour un intérêt. Merci beaucoup. Vous, Dieudonné, bon enfant Agbovi, que dites-vous de ces discours du chef de l'État? Au fait, le chef de l'État, comme toujours, lors de ses discours, que ce soit des discours internes, que ce soit des discours externes, martèle toujours sur le point de la sécurité. Ça veut dire que cette rubrique est très chère pour le président de la République. Mais lorsque nous parlons aujourd'hui d'insécurité, nous devons savoir que l'insécurité a une source. La source d'insécurité aujourd'hui dans les pays africains en général et les pays de la sous-région en particulier, c'est quoi? C'est le terrorisme. Maintenant, est-ce que le terrorisme est africain? Non. Le terrorisme a son fabricateur ailleurs. Mais les Africains en subissent. Bien, le président de la République, dans son allocution, il a demandé, il a déjà dit que trouver des solutions au terrorisme ne doit pas forcément être, je ne sais pas si je paraphrase bien ce qu'il a dit, ne doit pas forcément être un problème au sol africain. Qu'est-ce que moi je comprends dans ceci? Pour faire une petite analyse. Lorsque nous savons que le terrorisme n'est pas africain, nous vivons le terrorisme. Et le terrorisme est devenu aujourd'hui un business. Pour ces pays, comment appelle-t-on, européens, qui sont derrière la fabrication du terrorisme. Bon, ça c'est ce qu'on dit. Et je dis, c'est le business. Qu'on n'a pas tout à l'heure, tangible tout à l'heure, écoutez, tout à l'heure, Dieudonné et Eric disaient que l'Afrique ne fabrique pas des armes. Vous comprenez? Si nous comprenons aujourd'hui que le terrorisme n'est pas africain, où l'Africain trouvera les armes? C'est en ce moment, je dis que ça bascule un peu sur le terrain de business. Les Blancs là n'ont pas encore fini de vendre leurs armes. Les Blancs là n'ont pas encore fini de vendre leurs drones. Les Blancs là n'ont pas fini de nous envoyer des instructions, des instructeurs pour nous instruire sur certains trucs, nous disant que ça peut contrecarrer tel et tel.
voilà le nombre de drones que, comment l'appelle-t-on, le Burkina a acheté. Quand Ibrahim Traoré est venu, voilà comment il a, tout ce qu'il a fait pour avoir des matériels de dernière génération. Mais aujourd'hui, ça sévit encore. Mais vous croyez qu'un blanc qui a fabriqué le terrorisme peut nous aider à éradiquer ça quand c'est un business pour lui? Je ne suis pas forcément sûr. Maintenant, le problème ne doit pas être un dialogue inclusif en Afrique. Je suis d'accord que c'est une guerre asymétrique et qu'on doit conjuguer les efforts pour repousser de tant soit peu ce terrorisme. Mais je crois que si ça doit être un plaidoyer, qu'on fasse ce plaidoyer envers ceux qui ont la manette, ceux qui ont la clé de la fabrication du terrorisme, qui incarnent l'insécurité chez nous ici en Afrique. Donc, un dialogue entre Africains, entre pays africains, ça doit aboutir à quoi? Ça dit c'est à de petites concertations pour qu'on puisse fédérer nos forces pour, comment l'appelle-t-on, aller à l'encontre ou bien repousser d'une manière ou d'une autre le terrorisme. Mais la vraie éradication du terrorisme en Afrique en général et plus précisément dans les pays, comme l'appelle-t-on, de la sous-région, je vous dis que cette décision-là doit venir du haut. Ça veut dire que les créateurs du terrorisme doivent savoir qu'ils font du mal à des populations. Est-ce que ça, c'est pas déjà s'avouer vaincu? Si on s'attend à ce que... En réalité, est-ce qu'un Africain peut terminer quand même là, vous est-ce qu'un Africain peut s'ériger vainqueur devant les Blancs? Ce n'est pas normal. Donc pour vous, en fait, sans l'intervention des Occidentaux, on ne pourra pas espérer venir à bout du terrorisme. Ce que je dis tout à l'heure répond à ce que tu viens de dire. Les Occidentaux ont créé le terrorisme pour leur fin. Ils ont créé ce terrorisme et ils savent que ils savent. Parce que ce n'est pas ce que je dis. Je dis puisque vous me tout à l'heure quand j'avais parlé, quand je parlais de la France, quand je parlais de la France, non, laissez-moi. Quand je parlais de la France, vous poser des questions. Quand je parlais de la France, compréhensible pour tout le monde. Quand vous dites que les Occidentaux sont les créateurs du terrorisme, ce n'est pas moi qui dis. Mais c'est ce que vous venez de déclarer. Ce n'est pas moi qui le dis. Qui l'a dit? Tout à l'heure, nous savons que quand Sarkozy était là, il a des problèmes à Libye. Pourquoi? Non, vous savez que c'est ça. Maintenant, si c'est ça... Je vous demande, si on suppose, comme vous le dites, que c'est eux qui ont créé le terrorisme, et vous dites que c'est eux, ceux qui l'ont créé, qui doivent y mettre fin, c'est-à-dire que sans l'intervention de ces Occidentaux, aucun pays africain ne peut espérer pouvoir venir à bout du terrorisme. Ils continueront toujours pas à vendre leur âme pour être riches, pour nous appauvrir, pour nous tuer. Et donc, parce que c'est le créateur. Comment quelqu'un peut créer une machine et toi tu peux avoir le code? Comment quelqu'un peut créer une machine à utiliser, il ne te file pas le code, tu ne peux pas l'utiliser. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience que la nationalité du mot terrorisme n'est pas africaine. Merci beaucoup. Et si nous comprenons comme ça, j'aurais souhaité. Nous parlons toujours de développement. Alors quelle serait la solution rapidement? La solution, moi je l'ai déjà dit. Il faut qu'on s'adresse sincèrement à ces fabricateurs de terrorisme. Pardon? Comme le chef de l'État. Comme le chef de l'État. Il appelle à une coopération internationale. Je dis à une coopération internationale, mais comment? Nous devons faire un plaidoyer pour que les gens là sachent que ils nous tuent. Est-ce que vous pensez qu'on peut compter sur leur bonne foi s'ils ont créé pour les intérêts? Est-ce que vous pensez qu'un plaidoyer pourra toucher leur sensibilité pour qu'ils arrêtent? L'essentiel, c'est que tout le monde sache que le plaidoyer a été fait avant que ces Occidentaux ne fassent au feu. Mais si on est ici, nous parlons de développement. Quand il y a l'insécurité, on peut parler de développement. Merci beaucoup. Quand il y a ceci, on peut parler de ceci. Donc il faut qu'il aille tout droit au but, pour qu'il s'adresse à ces Occidentaux-là, pour qu'ils nous laissent tranquilles en Afrique avec leur vente d'armes et de drones. Merci. Malheureusement, le temps ne nous permettra plus d'aller un peu plus loin. On va arrêter presque ici. On va faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, mais on va y aller très rapidement. Eric Johnson. Alors, comme on l'a répété plusieurs fois ici, nous avons un seul objectif, nous tous, c'est le développement de l'Afrique. Et si on emboîte le pas au chef de l'État,
les solutions qui sont proposées, c'est de demander à la communauté internationale de s'y intéresser et de pouvoir accompagner nos dirigeants dans ce sens-là pour que véritablement nous puissions trouver des solutions à nos problèmes qui, depuis toujours, nous bloquent. Aujourd'hui, il y a eu des révélations sur la France-Afrique. Et je crois que nous devons tous dire plus jamais ça pour que nous ayons des pertes en vies humaines et des pertes énormes en termes financiers. De l'autre côté, Macky Sall, rapidement, qui est devenu président d'une agence onusienne, je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Toutefois, je vais peut-être conseiller à Macky Sall de revoir un peu la copie aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle environnement, écologie. Parce qu'il y a un livre qui vient de sortir sur... Malheureusement, Eric, on ne pourra plus continuer, le temps est contre nous. Des illusionnistes. Merci beaucoup. C'est très important. Je pense qu'on y reviendra dans un autre numéro. Tout ce qu'on nous présente en termes d'environnement... Vous n'y croyez pas réellement. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci, s'il vous plaît, permettez. Bon enfant, Bovi, vos mots de fin. Moi, je vais dire deux petites choses dans 30 secondes. Rapidement. Dans 30 secondes, comme toujours. Bon, moi, je voudrais... Vous savez que la toile a été prise d'assaut avec une information selon un présumé viol sur une fillette de 5 ans dans un établissement depuis avril, et que le ministre des enseignements primaires et secondaires s'est signalé qu'il prend à bras le corps cette affaire pour que justice soit faite, au moins quand même au nom de cette petite fille. Rapidement. Je suis un acteur d'enseignement, c'est pourquoi ce sujet-là est très important pour moi. Donc, vivement que le ministre, que je connais bien par rapport à sa manière d'agir, puisse aller au bout de cette histoire pour que justice soit faite à cette petite fille. Deuxième chose, c'est que le gouvernement a sorti un arrêté demandant aux enseignants de ne plus faire usage du bâton, c'est-à-dire des punitions corporelles. Bon, quoi que tout le monde parle, c'est les autorités qui ont parlé, et ça a valu la perte de fonction à un collègue la fois passée. Vous êtes syndicaliste et analyste politique, malheureusement, étant contre nous, on ne pourra plus continuer. Dieu donne ses nouveaux mots de fin. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Merci beaucoup. Également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Et merci à Clès Opinyanga à la réalisation, à Gaston, à Fanou, Prudence Makouvi, Richard Amédesso à la diffusion, à Rebecca Besso à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros.